Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, la reconnaissance de l'État envers ses fils vivant hors du pays. Le dernier acte du Forum national de la diaspora a été marqué par des récompenses. Nous ferons connaissance avec 5 Burkinabés de l'extérieur. Ils portent haut le drapeau du pays dans leur pays d'accueil. Le chiffre du jour, 20 milliards. C'est le montant en francs CFA du fonds fiduciaire d'urgence initié par l'Union européenne. Ce partenariat au cœur du Burkina Faso renforce donc le combat du pays pour la résilience des populations vulnérables. Les professionnels des médias étaient en première ligne donc de la présentation de ce fonds. Et puis, dans une vingtaine de minutes, nous irons à Léo, dans la Sicile, où trône une forteresse jadis majestueuse, mais aujourd'hui en ruine. C'est un vestige du temps colonial qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Petite leçon d'histoire à suivre donc. Et justement, ce 14 juillet marque la fête nationale de l'ancien colonisateur à Paris. La tradition est respectée, défilé militaire, feu d'artifice également. À Nice, ce fut plutôt une journée d'hommage et de commémoration 2 ans après l'attentat qui a tué 86 personnes. Bienvenue à tous. Le concept est tout trouvé, les étalons de la diaspora. Il s'agit de Burkinabés leaders dans un domaine bien précis et qui font la fierté du pays à l'extérieur. Leurs actions inspirent et font tache d'huile, d'où le choix porté sur leur personne. Ces étalons ont été reçus à Kosiam, compte rendu avec Souleymane Sanou et Pascal Canet. Ils font la fierté du Burkina Faso à l'extérieur. Dans leurs domaines respectifs, ils sont les meilleurs. À l'occasion du Forum de la diaspora, le président du Faso reçoit ses étalons pour les encourager à continuer à porter haut le drapeau et l'image du Burkina Faso à l'extérieur. Une reconnaissance que les intéressés apprécient à sa juste valeur. Nous avons parlé au président en nous disant que nous sommes, c'est vrai, nous sommes prêts, en état même à l'étranger, à participer au développement de ces pays. C'est vrai, il y a ces difficultés, mais le fait qu'il nous a reçus, qui nous a organisé, c'est une fierté pour nous maintenant de partir pour dire que nous on a un pays. Et le pays connaît que nous sommes là-bas et que nous nous battons aussi, et pour là-bas et pour le pays aussi. Naturellement, avec ces leaders, les grandes questions liées à la diaspora burkinabé sont encore évoquées. Le chef de l'État leur a encore réitéré sa volonté de voir les Burkinabés de l'extérieur voter. Bon, on n'est pas à l'étranger parce qu'on ne veut pas être au Burkina, on est à l'étranger parce qu'on sert aussi le Burkina d'État à l'étranger, donc il faut participer à la vie politique et active du Faso. Et ça, c'est une question que le chef de l'État a abordée, et ça, c'est un engagement qu'il a pris, qu'il tient à tenir. Et nous espérons que les prochaines élections verront la participation des Burkinabés de l'étranger, et c'est avec fierté que nous participerons. Et surtout, comme l'a dit Patéo, ceux qui n'ont jamais voté auront l'opportunité de faire une fois ce geste-là, de participer, d'influencer aussi la politique intérieure du pays, qui est la nôtre aussi. Avant les étalons de la diaspora, le président du Faso a reçu le sous-secrétaire général des Nations Unies et directrice exécutive de la lutte contre le terrorisme. Michel Kony est venu parler au président du Faso de l'épineuse question de la lutte contre le terrorisme. Je vois que le pays est très engagé, que le pays prend les mesures qui s'imposent. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas rester vigilant et alerte à tout moment, et qu'il faut continuer à prendre des mesures, tant au niveau local, national, régional qu'au niveau international. Michel Kony a dit au président du Faso tout le soutien de son organisation au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Elle apprécie d'ailleurs les efforts du Burkina Faso dans cette lutte. Les étalons de la diaspora ont été honorés au cours d'un dîner pour le ministère en charge de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. C'est une manière de reconnaître le mérite de ces Burkinabés qui font rayonner l'image du pays à l'extérieur. Pascal Canet. Le Burkina Faso, reconnaissant à l'endroit de ses fils qui lui font briller à l'extérieur. Ils sont 5 Burkinabés, le styliste Patéo, l'architecte Kéré, la Sinazerbo du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, Loumé Diallo, promotrice culturelle, et le footballeur Bertrand Traoré. Grâce à leur réussite, le Burkina Faso est souvent cité en exemple. Ce soir, le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur leur rend hommage à travers ces trophées étalons de la diaspora. Nous souhaitons célébrer la disponibilité de certains de nos compatriotes vivant à l'extérieur pour leur communauté et surtout
leur contribution au rayonnement du Burkina Faso à l'extérieur. Patheo, un nom incontournable dans le milieu du stylisme africain. C'est une incroyable histoire d'un jeune villageois burkinabé devenu habilleur de président. Le fruit de son talent et de son courage qu'il souhaite inculquer à la nouvelle génération. Ce prix-là, je le dédie aux jeunes couturiers, aux jeunes gens qui sont dans le même métier que moi, qui se battent parce qu'il n'y a que ça. Si vous aimez ce que vous faites, que vous êtes sûr de ce que vous voulez et que vous êtes courageux, je pense qu'ils arriveront à un niveau. Francis Kéré, le Burkinabé qui a construit le pavillon d'été de Londres, pense également à cette jeunesse en prenant son trophée. Il s'agit de jeunes gens qui ont quitté le pays et qui se sont battus, utilisant leurs compétences, comme il le dit, pour exceller à l'étranger et peut-être même servir le pays. En rendant hommage à ces 5 étoiles burkinabé, c'est le mérite de la diaspora burkinabé qui a ainsi reconnu. Le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur l'a souligné, ils sont nombreux à avoir du talent et du courage hors des frontières burkinabées. Faisons plus ample connaissance avec l'un de ces étalons de la diaspora. Francis Kéré est un architecte mondialement reconnu pour ses projets dans divers pays. Basé en Allemagne où il porte des projets futuristes, Francis Kéré a animé un point de presse avec à ses côtés l'association des Burkinabés de Munich. Compte rendu avec Urbain Benito Sommet et Vincent Kedrobeogo. École primaire de Gando dans la région du centre-est. Une école qui a fait la renommée de son concepteur, Francis Kéré, au plan international du fait de son style architectural. Architecte de formation, Francis Kéré a reçu la reconnaissance du Burkina à travers le trophée Étalon de la diaspora. Résident en Allemagne, l'homme est ici face à la presse sur initiative de l'Association des Burkinabés de Munich. Un temps menuisier, Francis Kéré obtient une bourse pour l'Allemagne et là, il obtient son bac. Après maintes péripéties, il finit par choisir un domaine qui le passionne. J'ai fait de la recherche, comment construire des arcs, comment construire une structure et calculer moi-même. Voilà. Et avant de finir la formation, j'ai obtenu un des plus grands prix d'architecture, c'est le prix Aga Khan, et j'ai été forcé de finir pour aller recevoir le prix. Mais j'ai fait des réalisations en tant qu'étudiant. Voilà. Donc c'est un peu cette carrière-là qui est difficile à décrire. Comme j'ai dit, mon oncle et mon père m'ont appris à travailler. Un mois plus tard, avoir le diplôme, je viens et on dit que je dois enseigner à Berlin. Il enseigne donc à l'université de Berlin, puis en Suisse et aussi à Harvard aux États-Unis. Et déjà, il travaille sur des projets pour le Burkina. Je dois finir une université avant la fin du mois de décembre à Koudougou. Pourquoi ? C'est une construction innovateur. Voilà, j'ai inventé un système pour couler une classe du coup. Toute une classe. Mondialement reconnu comme l'une des têtes de proue de l'architecture, l'homme participe actuellement à un important projet architectural avec l'ancien président américain Barack Obama, avec qui il a rendez-vous ce dimanche au Kenya. Lutte contre le terrorisme, les Nations Unies réaffirment leur engagement aux côtés des pays comme le Burkina Faso. Ce message est porté par la directrice exécutive du comité de lutte contre le terrorisme au sein de l'organisation onusienne. Elle a eu une séance de travail avec plusieurs chefs de département ministériel à Ouagadougou. Les précisions avec Urbain Benito Sommet et Frédéric Etienne Bassenga. La directrice exécutive du comité de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, reçu par le ministre des Affaires étrangères. Michel Konixa, présente à Ouagadougou depuis quelques jours, dit être venu faire l'état des lieux de sa visite à Alpha Bari. Une visite qui entre dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et l'ONU dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. On vient d'avoir une entrevue très constructive avec le ministre des Affaires étrangères et quelques de ses collègues, justement pour faire l'état d'avancement des mesures prises au niveau du gouvernement, au niveau de la lutte contre le terrorisme. Quels sont les défis, quelles sont les réponses. J'ai une preuve de bonne coopération et coordination entre les différents ministres ayant des portefeuilles
différents. C'est ça justement une des clés de la solution, avoir une bonne répression en respectant les droits humanitaires internationaux, ayant une prévention, ayant une très bonne vue d'ensemble et des actions tant au niveau local qu'au niveau national, régional et international. La diplomate onusienne se dit satisfaite de la coopération avec le Burkina Faso. Elle réitère l'engagement des Nations Unies à soutenir la lutte contre le terrorisme et l'insécurité dans l'espace G5 Sahel. Et dans cette lutte contre le terrorisme, le Burkina et le Niger parlent aussi d'une même voix. Les deux pays frontaliers partagent plus que des peines. Ils s'engagent surtout à mieux intégrer les populations vivant dans les communes frontalières. À Fadangoma, dans l'est du Burkina, les autorités nigériennes et burkinabais jettent les bases d'un espace de coopération formelle. Seydou Nikiema, Chantal Oudraogo pour le reportage. Des acteurs des régions de l'Est du Burkina et de Tillabéri du Niger réunis à Fadangoma. Objectif, asseoir les bases d'une concertation entre les collectivités territoriales transfrontalières. Ce cadre de concertation est basé sur la résolution et l'échange d'expériences en matière de transhumance. Les plus hautes autorités de nos deux États ont estimé que ce cadre pouvait être formalisé et être amené à créer le développement local. Ce sont des populations qui partagent les mêmes préoccupations, vont à l'issue de cette rencontre trouver certaines solutions à leurs préoccupations. L'instauration de ce nouveau cadre de concertation entre les deux régions frontalières est très attendue par les différents acteurs et des résultats de cette coopération sont déjà visibles sur le terrain. La coopération est vraiment en très bon état et nous menons ensemble des activités. Et avec la commune de Makalondi, en ce moment même nous avons un micro-projet que nous sommes en train de réaliser et grâce à l'appui de l'UEMOA. Avec l'acquisition et l'installation de 20 moulins à grains au profit des femmes des deux communes. Donc soit 10 moulins à Kanchari et 10 moulins du côté de Makalondi. Cette dynamique de la gestion concertée des zones frontalières est possible grâce à l'appui financier de l'Union européenne et la République fédérale d'Allemagne à travers le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers PROGEF. La 44e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a achevé ses travaux à Québec, au Canada. Le président de l'Assemblée nationale y a exposé sa vision sur le thème de la session. Suivez. La révolution numérique impose une évolution de nos législations en vue de mieux encadrer nos pratiques et sécuriser les citoyens. J'oriente ici d'autant plus mon intervention sur cette observation que l'inadéquation entre nos législations et la technologie du numérique a transformé certains États en de véritables zones de non-droit et d'impunité pour les cybercriminels jamais en retard sur l'évolution des TIC. Mesdames et messieurs, la révolution numérique nous offre aussi l'occasion de remédier à une des insuffisances de nos institutions parlementaires. Je veux parler ici de cet absentéisme qui vaut à nos parlements la triste réputation de coterie politique. Pour amener les députés et les fonctionnaires parlementaires à donner un bon exemple, nous avons entrepris d'installer un système de gestion du temps de présence à l'Assemblée nationale et au cours des plénières des travaux en commission. Voilà, donc c'était un extrait du discours prononcé par le chef du Parlement burkinabé à la 44e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À Ouagadougou, l'Union européenne présente son ultime arme contre la précarité au Faso, un fonds fiduciaire d'urgence qu'elle finance à plus de 20 milliards de francs CFA. Il a été présenté aux hommes et femmes de médias. Isiaka Oudraogo et Yann Kiteda nous en parlent. En organisant ce dîner de presse, le fonds fiduciaire d'urgence FFU veut se faire connaître davantage par les hommes des médias afin de donner plus de visibilité à ses actions. Des échanges, il ressort que le FFU est un programme multisectoriel qui œuvre pour plus de résilience des couches sociales vulnérables. Les ONG se sont mises ensemble, donc avec 5, 6, 8 ONG, finalement on recouvre l'ensemble des thématiques qu'on souhaite couvrir. Donc la santé, la nutrition, la gouvernance. L'accès au financement de ce fonds qui va de mai 2017 à janvier 2020
obéit à des critères d'éligibilité dont l'accent est mis sur les populations les plus pauvres. Et nous demandons en fait au niveau des villages bénéficiaires de catégoriser leur population entre les plus pauvres et les plus riches. Nous on essaye avec les populations, les groupements villageois, de travailler pour identifier ceux qui sont tout nus en culotte et de travailler avec eux pour que petit à petit ils puissent s'habiller un peu mieux. Le fonds fiduciaire d'urgence est financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 20 milliards de francs CFA. À terme, le programme ambitionne toucher un peu plus de 930 000 personnes dans 52 communes de 4 régions du Burkina, à savoir la boucle du Mouhoun, le Nord, le Sahel et l'Est. Dans la suite de ce journal, le Faso Autrement sonne le rassemblement à la faveur de sa première université d'été. Ablassé Ouedraogo et ses camarades veulent mettre donc de l'espoir et la confiance au cœur d'un programme qui vise à bâtir un Burkina Faso autrement. C'est du reste le thème retenu pour cette rencontre estivale. Oscar Soulama et Maïmouna Traoré, compte rendu. Ces premières universités d'été du Faso Autrement regroupent les membres des organes dirigeants, les cadres, les militants et sympathisants du parti. Leurs réflexions portent sur le thème « Ensemble, restaurons la confiance et l'espoir pour bâtir le Burkina Faso autrement ». Nous devons restaurer la confiance et l'espoir parce que notre pays va mal et nous plongeons dans le chaos si un redressement n'est pas entrepris sans délai. Nous pouvons tout au moins rappeler les principaux indicateurs permettant de jauger la vie publique nationale que sont la sécurité, la vitalité de l'économie, l'équité de la justice, l'étanchéité de la sécurité et la profondeur de la cohésion sociale et de la confiance. On aura de la peine à trouver un seul de ces acteurs dans lequel les voyants sont au vert. Cette rencontre est aussi un cadre pour faire le bilan du parcours du parti, tirer des leçons et déterminer une stratégie de conquête du pouvoir d'État. Pour Ablassé Ouedraogo, les défis sont énormes. Ils ont pour nom la réconciliation nationale, la paix sociale, la stabilité, la quiétude et la sécurité pour tous les Burkinabés du nord au sud, de l'est à l'ouest, la relance économique. En un mot, il faut faire revivre le Burkina Faso et redonner le sourire à nos compatriotes. Le Faso Autrement a 6 ans d'existence et son président se réjouit de son admission en avril dernier au réseau libéral africain. À présent, des échos de la tournée régionale du ministre en charge de l'Éducation nationale. Dans la région du centre, les acteurs n'ont pas boudé cette occasion offerte pour penser renforcement du système éducatif au Burkina. Le point de cette étape avec Pawadrogo Janzongo et Éléonore Ouedraogo. Ils étaient nombreux ce matin à répondre à l'invitation du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Eux, ce sont les acteurs du monde éducatif de la région du centre venus discuter avec le professeur Stanislas Ouaro des préoccupations de leur département. Donc, il y a 2 points essentiels, ceux qui sont en cours de mise en œuvre. Donc, il y a la question du statut valorisant qui est en cours. Nous avons transmis au syndicat donc, le projet de document technique et un projet de statut. Et nous attendons donc leur retour pour entamer les discussions pour avancer sur ce point. Et nous sommes en train de travailler sur les avancements, les reclassements. Et pour la fin du mois de juillet, donc 20 750 collègues vont bénéficier de mandatements dans ce cadre-là. L'appréciation avec monsieur le ministre est positive. Il a fait le bilan des différentes activités du ministère, surtout des problèmes auxquels le ministère a été confronté avec l'ensemble des syndicats de l'éducation. Il y a eu un protocole d'accord qui a été signé. Il a montré comment cet accord-là évolue. Je crois qu'il a été véridique. Tout ce qui a été dit, c'est la vérité. Donc, on croit que ça va aller. Cette rencontre marque la fin de la tournée régionale du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans les 13 régions du Burkina Faso. Le ministre se dit satisfait de sa tournée et entend rencontrer dans les jours à venir les directeurs centraux de son département afin d'élaborer une feuille de route pour résoudre les défis qui se posent au système éducatif.
Éducation toujours avec ce joyau offert aux étudiants en sciences de la santé de l'Université Ouaga 1. L'UFR dispose désormais d'un laboratoire offert par l'ONG Jipaigo. Il est situé au sein du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Pawan Drogo Janzongo et Maïmouna Traoré nous le présentent. Les étudiants de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, bénéficient désormais d'un laboratoire de compétences. Ce nouveau laboratoire devrait leur permettre d'accroître leurs connaissances pratiques sur les prestations en matière de planification familiale. Bon, on a fait beaucoup de théories. On n'a pas eu la chance de pratiquer sur des mannequins avant d'aller sur le terrain. Donc, souvent, on est face à des patientes. On voit la théorie en tête et on essaie de faire. Mais ce laboratoire va nous permettre de parfaire nos compétences, d'ajuster la théorie à la pratique et pour pouvoir mieux prendre en charge les patients. Dans ce laboratoire, nous avons plusieurs stations qui représentent en général tous les gestes qui sont offerts dans le département en dehors de la chirurgie. Nous avons le counseling pour échanger avec la patiente. Nous avons la planification familiale, les services de soins après avortement, les services de dépistage du cancer du col, le service de consultation prénatale. Il y a l'accouchement, on simule l'accouchement sur mannequin pour permettre à l'étudiant qui va faire le stage de pouvoir faire un accouchement et sécurisé pour les patientes. Ce laboratoire est le fruit de la coopération entre l'État burkinabé et l'ONG JHPIEGO. Il entre dans le cadre du projet Extension durable de la planification familiale du postpartum au Burkina Faso. Vu les programmes passés, vu l'importance aujourd'hui, vu le nombre des étudiants, avec le département de gynécologie et l'université de Ouagadougou, on a trouvé utile, précieux, judicieux que de passer aujourd'hui par un laboratoire compétent pour former les Burkinabés. Donc il faut qu'il y ait une liaison fondamentale entre les cours théoriques et les malades. Donc c'est l'hôpital des mannequins. Le laboratoire de simulation est situé au sein du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. À Bobo Dioulasso, l'organisation Dupont pour le développement social se tient aux côtés des personnes vivant avec un handicap. Grâce à une mobilisation de fonds, elle a permis de délivrer 2500 cartes d'invalidité. Quand on sait les opportunités qu'offrent ces cartes aux personnes en situation de handicap, on peut comprendre l'émotion qui s'est dégagée lors de la remise officielle. Le compte-rendu avec Drissa Traoré, Siriki Milogo et Karim Sissé. Abdoulaye Traoré reçoit ainsi sa carte d'invalidité. Et comme lui, ils sont 2500 personnes en situation de handicap à bénéficier de cette carte. Cette carte est la bienvenue. C'est des avantages qui vont nous pousser à être au même pied d'égalité que les autres, à avoir les mêmes chances que les autres et à pouvoir aussi contribuer au développement de notre pays. Cette remise de cartes est l'aboutissement du projet plaidoyer pour la délivrance effective des cartes d'invalidité et application de la loi 012 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Un projet porté par l'organisation Dupont pour le développement social ODDS. Aujourd'hui, le rapport vraiment totalise l'ensemble des 2500 cartes, mais notre objectif n'est pas de s'arrêter à 2500 cartes. Nous continuons à travailler avec la base pour pouvoir toucher toute personne dans le besoin et pouvoir lui permettre d'obtenir cette carte. C'est cette carte qui permet à toute personne vivant avec un handicap de pouvoir bénéficier des différents appuis, en tout cas des différentes opportunités qui leur sont offertes pour exprimer, pour développer leur plein potentiel. Et c'est vraiment une question qui est au cœur de l'action de notre ministère et c'est la raison pour laquelle nous apprécions à sa juste valeur. D'un coût de 11 millions de francs CFA, ce projet a été financé à hauteur de 8 250 000 francs CFA par la République française à travers sa Commission nationale consultative des droits de l'homme. À noter que les détenteurs de ces cartes d'invalidité bénéficient également des avantages sanitaires et éducatifs.
Décidément, la pratique à la peau dure. Dans nos régions, on parle de l'érection des ralentisseurs dits sauvages sur nos routes. Le 4 juin dernier, l'Office national de sécurité routière procédait à la destruction de ces ralentisseurs construits sur la RN3 par des populations sans aucun respect des normes en la matière. Eh bien, l'ONASER est de retour sur cette même route nationale pour la même raison. Suivez ce reportage signé de Amado Ilboudo et Eleonore Ouedraogo. La population de Barkounouba est remontée contre l'Office national de sécurité routière, ONASER. La destruction une fois de plus de leurs ralentisseurs ne les ravit pas. C'est suite à un accident mortel que nous avons rétabli les ralentisseurs, parce que nous ne voulons plus de décès ici. Ils sont venus démolir les ralentisseurs et depuis, plus de nouvelles. Nous avons donc remis les ralentisseurs pour attirer leur attention sur la situation. Les chauffeurs nous agressent ici lorsqu'on essaie d'échanger. Il y a un qui nous a même menacés avec une arme. Les ralentisseurs sont donc le seul moyen pour nous de nous protéger. La décision enchante cependant les usagers de la route qui dénoncent les attitudes abusives de la population. Ce sont les riverains eux-mêmes qui provoquent les accidents. Ils s'amusent sur la route comme si elle les appartenait. Lorsqu'un véhicule arrive, ils doivent céder le passage. Mais ce n'est pas le cas ici. Ça endommage les véhicules, c'est un, et puis c'est pas bien quoi. Les villageois, il faut qu'on les sensibilise. Comment traverser la route. Depuis l'opération menée le 4 juin dernier, 10 équipes de contrôleurs routiers ont été déployées sur la route nationale numéro 3 pour poursuivre la sensibilisation en attendant de trouver des solutions durables. Et si nous laissons passer cette occasion ici, ça veut dire que tous les ralentisseurs qu'on a détruits ailleurs, les gens vont les mettre. Et la solution, c'est où? Voici ce qu'on les a proposé. On dit, nous allons venir mettre des ralentisseurs. Mais au niveau de l'État, il y a une procédure. Si on doit modifier, en fait, venir remettre des ralentisseurs, nous avions estimé qu'il fallait nous appeler, nous expliquer les raisons et nous, on allait voir comment on allait multiplier, en fait, les contrôles davantage. Après des échanges entre l'ONASER et la population de Barkounouba, il a été retenu la multiplication des contrôles routiers et la vigilance des riverains pour venir à bout des accidents. On en vient au dossier de ce journal portant sur une bâtisse située dans la commune de Léo, province de la Sicile, région du centre-ouest. Il s'agit d'une forteresse qui servait de résidence aux colons. Aujourd'hui, la bâtisse est en ruine et des voix s'élèvent pour sa sauvegarde. Visite guidée avec Amado Ilboudo et Draman Guéné. Dans ce long regard, Babiné Napon voit une bâtisse de commandement des années 1900 en lieu et place de ses ruines. C'est à partir d'ici que le colon régnait sur une bonne partie du sud-ouest du Burkina jusqu'à Ouah au Ghana. Visite guidée d'un vestige encore cher à ses héritiers. Il y a 2 salons. Alors ça c'est le deuxième salon principal. Le deuxième salon. Le salon principal, c'est là où nous sommes actuellement. Et après le salon, à droite là, nous avons un couloir qui communique avec la cuisine. 2 cuisines séparées. Dans la première cuisine, on fait le repas du colon. Et dans la deuxième cuisine, c'est le boy cuisinier qui prépare le charbon. Alors on avait affecté des gardes qui font le charbon. Dans la deuxième cuisine, c'est là où on prépare le charbon pour repasser les habits du colon. Au moment où les habitats étaient encore constitués de huttes et de cases rondes, cette résidence du colon était un monument qui coiffait toute la ville de Léo. Gigantesque bâtiment d'environ 7 mètres de haut, ces murs ont plus d'1 mètre d'épaisseur. Une véritable forteresse de l'époque qui marque le début des commodités dans une résidence dans la localité. Nous sommes à l'entrée de la chambre du logement du colon. C'est une seule chambre, une vaste chambre. Maintenant, avec les successions des préfets, chacun a modifié comme il voulait. Sinon, au départ, c'était une seule chambre. La résidence était encore d'actualité jusqu'en 2002. Après le départ du colon, les commandants de cercle et par la suite, les hauts commissaires de la province y ont résidé. Une infrastructure remplie de symboles.
elle est symbolique pour la ville de Léo, symbolique pour la province de la Sicile, au regard même du fait qu'il y a eu beaucoup de commandants, beaucoup de sous-préfets et beaucoup de hauts-commissaires jusqu'en 2002 qui y ont séjourné. Et la population de la ville de Léos, notamment, se reconnaît en ce bâtiment-là. Aujourd'hui, la consternation est grande pour les habitants de Léo. Les seules traces historiques du labeur de leurs parents s'effacent à grands pas. C'est un regret pour toute la population, pour toute la région, tous les enfants de la région. Pour les populations, il faut bien donner une seconde chance à cette résidence. Le haut-commissaire n'y retournera pas, mais la maison pourrait servir de site touristique. Les gens peuvent venir, on peut les présenter comme le premier bâtiment quand même colonial. Si la mairie veut porter un projet de réhabilitation pour une destination culturelle quelconque, nous pensons que le haut-commissaire ne trouvera pas d'inconvénient. Le haut-commissariat ne s'oppose pas à l'idée. L'accord de principe est donné, mais il faut que les procédures de changement de destination soient suivies à la lettre. Le véritable souci en ce moment, c'est la mobilisation des fonds nécessaires à la réhabilitation du bâtiment. Et c'est ce qui manquait également pour une figure emblématique de l'histoire nationale qui donne son nom à un cinéma dans la ville de Sia depuis 2012. Un projet de réhabilitation du Ciné Gimbi a été lancé. La première étape de réalisation souffre justement de ce même manque de financement. Pourtant, le projet veut offrir un cadre à la fois moderne et riche en symboles à la capitale culturelle du Burkina. Drissa Traoré, Idrissa Karambiri et Karim Sissé, reportage. Voici à quoi va ressembler le nouveau ciné Gimbi. Le projet est pour l'instant à la première étape de sa réalisation avec un premier bâtiment. On a gardé en fait une architecture que les gens connaissent, sahélo-soudanienne, avec ce toit comme ça. Et ce toit, il est posé sur le ciné Gimbi, mais il ne sera pas simplement là comme décoration, bien qu'il soit très beau. Mais on va mettre des toits végétalisés sur le dessus, aussi là, dans une perspective de refroidir le bâtiment. Le chantier est composé de deux salles, l'une de 175 places et l'autre de 325. Et au dire des responsables du projet, c'est une salle de cinéma qui va certainement répondre aux normes internationales. On aura du matériel de projection de pointe. On aura des sièges très confortables, on aura un air rafraîchi, donc presque une climatisation, mais pas tout à fait. On va utiliser une pompe à chaleur qui nous permet de prendre de l'air chaud à l'extérieur et de le transformer en air froid pour amener à l'extérieur, tout en pouvant savoir, par exemple, combien on a de personnes dans la salle pour pouvoir faire plus ou moins froid. Débuté en 2012, les travaux se poursuivent toujours sur le terrain. Les travaux de ces projets avancent à grands pas. Et c'est presque la fin. Et ça donne l'espoir pour ce quartier mythique de Bourg-Glasso, le quartier Cocon. Et le nom Gimbi en lui-même est très symbolique pour notre ville, pour notre pays. L'ambition des responsables du projet est d'avoir un bâtiment prêt d'ici au prochain FESPACO. On veut qu'il soit accessible, que la programmation soit accessible. À peu près 70% des films devraient être africains. Si on n'arrive pas du premier coup, en tout cas, c'est quelque chose vers lequel on tend. On aurait très envie qu'elle soit prête pour les 50 ans du FESPACO. Cette réhabilitation est l'œuvre de l'association de soutien du cinéma au Burkina Faso. Un projet gigantesque qui envisage d'aller au-delà du cadre cinéma, car il est prévu des espaces de divertissement et de rencontres. Le cinéma, c'est le côté qui nous manquait. On dit que c'est la capitale culturelle, mais ce côté, franchement, en tant que responsable culturel, je me demandais toujours comment ça va se passer. Et quand on est ça, vraiment, on dit ouf, félicitations à ceux qui ont eu l'idée de faire ça. Et je sais que ça va nous apporter beaucoup. Mais à l'étape actuelle, le premier bâtiment a besoin de 400 millions de francs CFA pour être prêt. Actualité sportive avec les éliminatoires CAN Junior 2019. Les étalons se sont imposés cet après-midi au stade du 4 août face à leurs homologues du Gabon. Les Burkinabés ont ouvert la marque dès la 3e minute de jeu par Jean-Fiacre Boutué.
à la 8e minute, le deuxième but intervient par l'entremise de Abdoul Faisal Tapsoba. La réduction du score intervient à la 32e minute avec le Gabonais Éric Jospin Bécalé. Les étalons juniors reviennent à la charge quelques minutes seulement après, soit à la 34e avec Abdoul Faisal Tapsoba qui signe son doublé. Les Gabonais vont par la suite rater un penalty à la 86e minute. 3-1, c'est le score de ce match aller. Le retour est prévu la semaine prochaine à Libreville. En Russie, la Belgique a battu l'Angleterre 2-0 cet après-midi. Elle prend la 3e place de cette Coupe du Monde qui s'achève demain avec la finale France-Croatie. En attendant de peut-être fêter une victoire, la France commémore ce 14 juillet sa fête nationale. Pour le deuxième pour Emmanuel Macron à la tête du pays. La commémoration a sacrifié à la tradition dans la capitale parisienne. Le défilé sur les Champs-Élysées s'est déroulé sous haute surveillance. À Nice, le souvenir est encore vivant 2 ans après l'attentat sur la promenade des Anglais. La France en bleu, blanc, rouge pour sa fête nationale. Le président Emmanuel Macron a ouvert son deuxième défilé du 14 juillet depuis son élection. Aux côtés du Premier ministre singapourien Hsien Loong, invité d'honneur, il a pu admirer le spectacle à la gloire de l'armée française. Les élèves de Polytechnique étaient aussi de la partie, coiffés de leur traditionnelle bicorne et munis de leur épée appelée tangente. Les festivités se déroulent sous haute surveillance. 12 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés à Paris et dans sa région. Ce soir, ce sera dans de nombreuses villes de France l'heure du feu d'artifice. Pas de festivité à Nice. En revanche, il y a exactement 2 ans, un attentat au camion bélier avait tué 86 personnes. Ce week-end, en raison du 14 juillet et de la finale de la Coupe du Monde, quelques 110 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans toute la France. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.